Bienvenue dans ce 12e épisode de révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler de la poésie du 19e siècle. C'est un chapitre très important parce que ce siècle transforme profondément l'idée même de poésie. Au début du siècle, la poésie romantique donne une place immense au moi, aux sentiments, à la nature, aux souvenirs, à la mélancolie. Au milieu du siècle, certains poètes veulent au contraire rechercher la beauté formelle, la précision, l'impersonnalité. Puis Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé bouleversent encore la poésie en inventant une modernité plus mystérieuse, plus musicale, plus urbaine, plus symbolique. La poésie du 19e siècle est donc un passage. Elle part du lyrisme romantique et avance vers la poésie moderne. Avant d'entrer dans les auteurs, il faut rappeler ce qu'est un poème. Un poème n'est pas simplement un texte court avec des rimes, c'est un texte où le langage est particulièrement travaillé. Les sons, le rythme, les images, la disposition des vers, les répétitions, les silences, les oppositions, les métaphores, tout peut avoir un sens. En poésie, on ne lit pas seulement ce qui est dit, on lit aussi comment c'est dit. Deux poèmes peuvent parler de la tristesse, mais produire des effets très différents selon leur rythme, leur sonorité, leurs images et leur voix. La poésie romantique, que nous avons déjà évoquée dans l'épisode sur le romantisme, domine la première moitié du XIXe siècle. Elle donne une grande importance au lyrisme. Le lyrisme, c'est l'expression personnelle des sentiments. Le poète dit « je » ou laisse entendre une voix intime. Il parle d'amour, de solitude, de deuil, de temps qui passe, de nostalgie, d'espérance, de nature, de Dieu, de mort, d'infini. Mais il ne s'agit pas seulement d'un journal intime, le poète part de son expérience personnelle pour toucher quelque chose d'universel. Quand Lamartine évoque le souvenir d'un bonheur perdu au bord d'un lac, le lecteur peut y reconnaître sa propre expérience du temps qui fuit. Quand Hugo pleure sa fille dans les Contemplations, le deuil individuel devient une méditation sur la perte, la mémoire et l'espérance. Dans la poésie romantique, la nature est souvent le miroir de l'âme. Le lac, la nuit, le vent, l'océan, la montagne, la forêt, les étoiles ne sont pas de simples décors. Ils reflètent ou accompagnent les émotions du poète. Une mer agitée peut faire sentir le trouble intérieur. Un soir calme peut devenir un moment de méditation. Un paysage d'automne peut évoquer la mélancolie. La nature semble parfois écouter le poète, lui répondre, conserver la trace des souvenirs. C'est pour cela que les personnifications sont fréquentes. La nature respire, parle, pleure, se souvient. Victor Hugo donne à la poésie romantique une ampleur exceptionnelle. Il peut écrire des poèmes très intimes, mais aussi des poèmes historiques, politiques, philosophiques. Chez lui, le poète est parfois une voix personnelle, parfois une conscience collective. Il parle pour les morts, pour les enfants, pour les pauvres, pour les peuples, pour l'humanité. Il croit à la puissance du verbe, c'est-à-dire au pouvoir de la parole poétique. La poésie ne sert pas seulement à exprimer une émotion, elle peut éclairer, dénoncer, consoler, prophétiser, transmettre une vision du monde. Mais au milieu du XIXe siècle, certains poètes réagissent contre ce qu'ils considèrent comme les excès du romantisme. Ils trouvent que le moi romantique parle trop, que les sentiments débordent, que la poésie devient trop personnelle. C'est là qu'apparaît le Parnasse. Les poètes parnassiens, comme le comte de Lisle ou José Maria de Heredia, recherchent une beauté plus froide, plus maîtrisée, plus sculpturale. Ils défendent l'art pour l'art. L'œuvre n'a pas besoin de servir une morale, une politique ou une confession intime. Elle doit viser la beauté. Le poète devient presque un artisan exigeant, attentif à la forme, aux mots justes, à la perfection du vers. La poésie parnassienne aime les formes fixes, les descriptions précises, les sujets antiques, exotiques, historiques, parfois lointains. Elle cherche souvent une forme d'impersonnalité. Le poète ne met pas toujours son cœur au premier plan. Il peut décrire une statue, un paysage, une scène antique, un animal, une civilisation disparue. Cette poésie peut sembler moins émotive, mais elle est importante parce qu'elle rappelle que la poésie est aussi un art de la forme. Au brevet, cela veut dire qu'il ne faut pas seulement chercher le sentiment exprimé. Il faut aussi regarder la construction du poème, les rimes, le rythme, le vocabulaire, l'effet de précision. Puis arrive Baudelaire qui occupe une place centrale dans toute la poésie du XIXe siècle. Avec Les Fleurs du Mal publiées en 1857, il transforme profondément la poésie française. Baudelaire hérite du romantisme parce qu'il parle du moi, de la mélancolie, du désir d'idéal, de la douleur, de l'ennui. Il hérite aussi du goût formel du Parnasse parce qu'il travaille ses vers avec une grande rigueur, mais il invente autre chose, une poésie de la modernité. Il fait entrer dans la poésie la ville, la foule, les passants, la solitude urbaine, la laideur, le malaise, le spleen, les contradictions de l'homme moderne. Le mot spleen est essentiel chez Baudelaire. Il désigne une forme d'angoisse, d'ennui profond, d'écrasement intérieur.
de dégoût du monde et de soi. Face au spleen, il y a l'idéal, le rêve de beauté, d'élévation, de pureté, de lumière, d'harmonie. Les fleurs du mal sont traversées par cette tension entre chute et élévation, boue et or, mal et beauté, corps et esprit, ville et rêve, ennui et voyage. Le titre lui-même est une contradiction poétique. Des fleurs naissent du mal. Baudelaire cherche la beauté là où on ne l'attend pas toujours. Cette idée est capitale. Avec Baudelaire, la poésie ne se limite plus aux sujets traditionnellement beaux. Elle peut parler de la rue, de la misère, de la fatigue, de la foule, de la mort, de la tentation, de la ville moderne. Elle peut transformer un spectacle banal ou inquiétant en expérience poétique. Le poète devient celui qui sait voir autrement. Là où les autres passent, sans regarder, il découvre un symbole, une correspondance, une image profonde. Le poème Correspondance est l'un des textes les plus importants pour comprendre cette nouvelle poésie. Baudelaire y développe l'idée que le monde visible cache des liens secrets. Les parfums, les couleurs, les sons peuvent se répondre. On appelle cela les correspondances, et parfois la synesthésie lorsqu'un poème associe plusieurs sensations. Une couleur peut sembler sonore, un parfum peut évoquer une image, un son peut créer une impression tactile. Le poète n'est donc pas seulement quelqu'un qui exprime ses émotions, il est celui qui déchiffre le monde, qui entend des liens invisibles entre les choses. Baudelaire annonce ainsi le symbolisme. Dans la poésie symboliste, le monde n'est pas simplement décrit, il est suggéré. Le symbole est une image concrète qui renvoie à une réalité plus profonde, plus mystérieuse, parfois impossible à expliquer complètement. Un signe, une forêt, un parfum, une musique, une couleur, une étoile peuvent devenir des signes. Le poème ne livre pas toujours un message clair et direct. Il invite le lecteur à interpréter. C'est une grande différence avec une poésie purement descriptive ou argumentative. Le symbolisme fait confiance à la suggestion. Verlaine est l'un des grands poètes de cette suggestion. Sa poésie est célèbre pour sa musicalité. Chez lui, le poème cherche souvent la nuance, le flou, la douceur, l'impression fragile. Les paysages sont parfois comme des états d'âme. Une pluie, un ciel gris, une chanson, une lumière incertaine peuvent exprimer une mélancolie difficile à nommer. Verlaine ne cherche pas toujours à frapper par de grandes images spectaculaires, il cherche plutôt à faire entendre une vibration intérieure. Sa formule «de la musique avant toute chose» résume bien cette exigence. La poésie doit agir comme une musique, par le rythme, les sonorités, les demi-teintes. Pour analyser Verlaine, il faut donc être très attentif au son. Les allitérations, les assonances, les répétitions, les vers impairs, les rythmes souples peuvent créer une impression de chant, de plainte, de douceur ou d'hésitation. La signification ne vient pas seulement du vocabulaire, elle vient de l'atmosphère sonore. Au brevet, si vous avez un poème de ce type, ne dites pas seulement «le poète est triste». Montrez comment cette tristesse est produite, par la pluie, par les sons doux, par les répétitions, par les images floues, par le rythme lent, par les mots de la mélancolie. Rimbaud, lui, représente une rupture plus violente. C'est une figure fulgurante. Il écrit l'essentiel de son œuvre très jeune, puis abandonne la poésie. Mais en quelques années, il bouleverse tout. Rimbaud veut inventer une langue nouvelle. Il refuse la poésie sage, les idées toutes faites, les formes trop convenues. Il cherche une poésie de l'expérience extrême, du dérèglement, de la vision, de la liberté. Il veut que le poète devienne voyant, c'est-à-dire capable d'atteindre l'inconnu, de voir ce que les autres ne voient pas. Chez Rimbaud, les images sont souvent surprenantes, violentes, éclatantes. Les couleurs, les sensations, les visions se mélangent. Le poème peut donner l'impression d'un rêve, d'un voyage, d'une hallucination, d'une révolte. Dans Le bateau ivre, le bateau devient une voix qui raconte une dérive extraordinaire à travers des paysages marins presque impossibles. Ce n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est une expérience de libération et de perte. Le bateau se détache des règles humaines, traverse des visions magnifiques et inquiétantes, puis découvre aussi l'épuisement du voyage. Rimbaud est important pour les élèves parce qu'il montre que la poésie peut casser les attentes. Elle ne sert pas toujours à produire une belle émotion bien ordonnée. Elle peut choquer, déranger, ouvrir des images mystérieuses, faire sentir une énergie de révolte. Dans ses poèmes en prose, notamment les Illuminations, la frontière entre poésie et récit devient floue. Il n'y a pas forcément de vers réguliers ni de rimes, mais il y a une intensité poétique très forte. Images, rythme, vision, association inattendue. Mallarmé pousse encore plus loin le pouvoir du mystère. Chez lui, la poésie ne doit pas forcément nommer directement les choses. Elle doit suggérer. Elle doit laisser au lecteur une part d'ombre, d'écho, d'interprétation. Le poème devient un espace où les mots comptent autant par ce qu'ils disent que par ce qu'ils taisent. Mallarmé est difficile, mais il permet de comprendre une idée très importante. La poésie moderne ne cherche pas toujours la transparence. Elle peut créer du sens par le manque, le silence, la disposition, l'ambiguïté.
Le XIXe siècle est donc un siècle d'expérimentation poétique. La poésie régulière existe toujours. Vers, rimes, strophes, sonnets, alexandrins. Mais les poètes travaillent en ces formes, les déplacent, les assouplissent. L'alexandrin vers de 12 syllabes peut rester très classique, mais il peut aussi être brisé par des enjambements, des rejets, des coupes inattendues. Un sonnet, composé traditionnellement de 2 quatrains et de 2 tercets, peut servir à exprimer une méditation, un portrait, une scène urbaine, une angoisse ou une vision symbolique. La forme fixe n'empêche pas la modernité. Elle peut au contraire créer une tension entre contrainte et invention. L'enjambement est très utile à repérer. Il se produit quand une phrase se poursuit d'un vers au vers suivant sans s'arrêter à la fin du vers. Cela crée un mouvement, une continuité, parfois une surprise. Le rejet est plus marqué. Un élément court est rejeté au début du vers suivant, ce qui le met en valeur. Ces procédés montrent que le vers n'est pas seulement une ligne, c'est une unité rythmique que le poète peut respecter, bousculer ou faire déborder. En poésie, la manière dont la phrase rencontre le vers est souvent pleine de sens. Les sonorités sont également essentielles. Une allitération répète un son consonne, une assonance répète un son voyelle. Mais attention, il ne suffit pas de repérer un son. Il faut l'interpréter avec prudence. Le son S peut évoquer un souffle, une douceur, un glissement, une menace selon le contexte. Le son R peut créer une impression de dureté ou de grondement, mais pas toujours. Il faut toujours relier les sons au thème du poème. Une analyse mécanique des sonorités peut être fausse, une bonne analyse explique comment les sons accompagnent le sens. Les images poétiques sont au cœur du chapitre. Comparaison, métaphore, personnification, symbole, synesthésie, ces procédés permettent au poète de transformer notre perception. Une métaphore ne sert pas seulement à faire joli, elle crée un lien nouveau entre deux réalités. Une personnification donne une âme à la nature ou aux objets. Un symbole ouvre une profondeur. Une synesthésie mélange les sens et donne l'impression que le monde est traversé de correspondances secrètes. Dans la poésie du XIXe siècle, les images deviennent souvent une manière de chercher l'invisible derrière le visible. La ville est l'un des grands nouveaux sujets de la poésie. Avant Baudelaire, la nature dominait souvent l'imaginaire poétique. Avec la modernité, la rue, la foule, les passants, les vitrines, les travaux urbains, la pauvreté, la solitude dans la foule deviennent des objets poétiques. La ville est contradictoire. Elle excite, elle fascine, elle fatigue, elle isole. Le poète moderne peut se sentir perdu au milieu des hommes. Il peut aussi trouver dans la ville des rencontres brèves, des visions soudaines, des beautés inattendues. Cette poésie urbaine annonce une grande partie de la poésie moderne du XXe siècle. Pour le brevet, la poésie du XIXe siècle peut tomber sous des formes très différentes. Vous pouvez avoir un poème romantique sur la nature et le souvenir, un poème de Baudelaire sur le spleen ou la ville, un poème de Verlaine très musical, un poème de Rimbaud plus déroutant, ou un texte poétique en prose. La méthode reste la même. D'abord, demandez-vous qui parle. Est-ce un je lyrique, une voix impersonnelle, un objet qui parle? Ensuite, cherchez le thème dominant. Amour, temps, mort, nature, ville, voyage, révolte, ennui, beauté, rêve. Puis observez les procédés. Champs lexicaux, images, sons, rythme, forme du poème. Enfin, expliquez l'effet produit sur le lecteur. Il faut aussi identifier le registre. Un poème peut être lyrique s'il exprime des sentiments personnels. Il peut être élégiaque s'il exprime la plainte, le regret, le deuil, la mélancolie. Il peut être satirique s'il critique en se moquant. Il peut être fantastique ou visionnaire s'il installe un univers étrange. Il peut être engagé s'il dénonce une injustice ou défend une cause. Le registre permet de comprendre l'émotion dominante du texte. Une erreur fréquente consiste à traduire le poème en prose, comme si l'objectif était seulement de dire « ça parle de quoi ». Bien sûr, il faut comprendre le sens général, mais la poésie demande plus. Il faut montrer comment le poème crée une émotion ou une vision. Si vous dites « ce poème parle de la tristesse », ajoutez « cette tristesse est renforcée par le chant lexical de la pluie, par les sonorités douces, par le rythme lent, par les images de brouillard et d'effacement ». Si vous dites « ce poème parle de la ville », ajoutez « la ville apparaît à la fois fascinante et inquiétante grâce aux oppositions entre lumière et obscurité, mouvement et solitude ». C'est ce passage du thème au procédé qui fait une vraie analyse. La poésie du XIXe siècle est donc un immense laboratoire. Les romantiques donnent au moi une voix nouvelle. Les parnassiens rappellent l'exigence de beauté formelle. Baudelaire invente une modernité poétique, urbaine, mélancolique, symbolique. Verlaine fait de la poésie une musique de la nuance. Rimbaud cherche à bouleverser les sens et le langage. Mallarmé pousse la suggestion jusqu'au mystère. Tous montrent que la poésie n'est pas une seule manière d'écrire, mais une exploration des possibilités du langage. À retenir pour finir, au XIXe siècle,
la poésie française passe du lyrisme romantique à la modernité symboliste. Elle exprime les sentiments, mais elle ne se limite pas aux sentiments. Elle interroge la nature, la ville, le temps, le spleen, l'idéal, la beauté, la révolte, le mystère du monde. Pour réussir au brevet, il faut savoir reconnaître le lyrisme, analyser les images, repérer les sonorités, observer le rythme et comprendre la forme. Face à un poème, ne vous demandez pas seulement ce qu'il raconte. Demandez-vous quelle voix parle, quelle émotion domine, quelles images transforment le réel, quelle musique le poème fait entendre, et comment les mots nous apprennent à voir autrement. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.